Bonjour à tous, c'est Marie, la guide. Alors déjà, un grand merci de tout cœur à ceux qui ont déjà rejoint la chaîne. Merci à tous pour votre soutien. Aujourd'hui, je vous amène à Jarnac, en Charente, pour décortiquer une expression française bien connue, l'expression du coup de Jarnac, qui désigne un coup violent et imprévu. Alors de nos jours, cette expression a pris une connotation de coup déloyal qui n'existait pourtant pas à l'origine. Le premier truc à savoir, c'est que le coup de Jarnac n'a pas eu lieu à Jarnac, mais dans un champ de bataille clos au château de Saint-Germain-en-Laye le 10 juillet 1547. Alors pourquoi et quel est le rapport avec Jarnac? Eh bien c'est à cause de l'un des protagonistes principaux, Guy Chabot de Saint-Gelais, futur deuxième baron de Jarnac. Et si vous regardez au-dessus de ma tête, vous pouvez voir les armoiries de sa famille d'or à 3 chabots de gueule. Alors c'est parti, l'histoire n'est pas simple. Guy Chabot de Saint-Gelais, futur deuxième baron de Jarnac, s'était marié en 1540 avec Louise de Pisseleu. Alors oui, je sais, c'est un peu moyen, ça fait pas très glamour comme nom, je vous imagine déjà là, mais comme la plupart d'entre nous, dites-vous bien que c'est pas elle qui a choisi. Louise de Pisseleu, donc, c'est la sœur de la duchesse d'Étampes. La duchesse d'Étampes, de son petit nom Anne de Pisseleu, c'était la maîtresse de François Ier. Donc, ça fait de notre ami Guy le beau-frère d'un proche, mais vraiment très proche du roi. Certaines méchantes langues vont même jusqu'à dire que Anne était aussi la maîtresse de Guy et qu'elle l'aurait marié à sa sœur juste histoire de faire taire les rumeurs. À côté de ça, Anne était en constante rivalité avec Diane de Poitiers, une autre protagoniste de notre histoire. Diane, elle, c'était la maîtresse du futur Henri II, qui n'est encore que le dauphin dans l'épisode qui nous occupe aujourd'hui. Bon. Alors, voilà, Guy, il mène la belle vie à la cour, tranquille, quoi. Un jour qu'on lui demande d'où lui venait la richesse de ses vêtements, il répondit qu'il la devait à la générosité de sa belle-mère, Madeleine de Puy-Guyon, seconde épouse de son père, le baron Charles Chabot. Ces propos, tenus devant Diane de Poitiers, peut-être aussi le dauphin, futur Henri II, donc, selon les sources. Ces propos vont donc être déformés pour ridiculiser la duchesse d'Étampes en s'attaquant à son entourage. Le dauphin fit courir le bruit que cette générosité cachait des faveurs bien spéciales, si vous voyez ce que je veux dire. Ben oui, si tu veux nuire à quelqu'un, tu peux t'en prendre à son entourage et prétendre que cette personne n'a su s'entourer que de gens de peu de vertu, enfin tu vois le truc. En fait, on n'a rien inventé avec les fake news de réseaux sociaux et les autres vilaines affaires de mœurs de période électorale. Quand ces rumeurs parvinrent à Guy de Chabot, il opposa forcément un démenti. Et il eut fort à faire à convaincre son père de son innocence ainsi que de celle de sa belle-mère. Comme on l'imagine, un chouïa énervé, il demande réparation et à pouvoir laver son honneur. Même si, rappelons-le, ces duels judiciaires sont normalement interdits depuis la fin du XIVe siècle. Les duels ont en fait continué sur les terres des vassaux du roi, mais sous autorisation royale. Le duel judiciaire ne disparaîtra pourtant que très tardivement dans l'histoire. Les édits royaux pour les faire disparaître se succèdent, mais sans réel résultat. La noblesse continuera de braver les interdits, voyant dans ces duels une sorte de symbole de ses privilèges. Après, le problème, c'est que notre futur baron de Jarnac ne peut pas vraiment s'attaquer en direct au dauphin en duel. On n'est pas sur le même niveau social et provoquer le dauphin, c'est provoquer le roi. Enfin bref, on boxe pas dans la même catégorie. Alors, entre en scène un nouveau protagoniste dans notre histoire. François de Vivonne, seigneur de la Châtaigneraie et ami du dauphin, qui se dévoue pour dire qu'il était l'auteur des méchantes rumeurs. François de Vivonne, dit la Châtaigneraie, est réputé pour être l'un des meilleurs duellistes de France et il est le vainqueur que tout le monde attend. Donc le mec, il arrive, il a quand même la confiance.
Mais quand Chabot demande au roi la permission de venger son honneur, François Ier la refuse parce que lui, il a bien compris que tout ça, au départ, c'est qu'une histoire de crépage de chignon entre des femmes jalouses à la cour. Il refusera ce duel jusqu'à la fin de sa vie, ce qui ne tarde pas trop. Et en 1547, à l'avènement de Henri II après la mort de François Ier, les deux hommes renouvellent leur demande. Le roi répond favorablement et leur donne 30 jours pour pouvoir se préparer. En même temps, il n'y est pas pour rien dans tout ce bazar, hein. La réputation de La Châtaigneraie en tant que duelliste était telle que Chabot va prendre des leçons avec un capitaine italien qu'on retrouve dans certaines sources historiques. Ce maître d'armes va lui enseigner une botte secrète, un coup de revers inconnu jusque-là. Jarnac n'est donc pas vraiment l'inventeur du coup qui porte son nom aujourd'hui, mais celui qui le fera entrer dans l'histoire. Alors d'abord, ils vont se porter des coups sans vraiment se toucher. Cependant, La Châtaigneraie porte la jambe droite un petit peu trop en avant. Jarnac, dans un geste rapide et inattendu, lui atteint le jarret. La Châtaigneraie fit quelques efforts pour se remettre sur ses pieds et alors que Jarnac l'avait désarmé et allait le tuer, le roi fit cesser le combat. Donc, Jarnac a été déclaré vainqueur sous les applaudissements de l'Assemblée. Son adversaire, quant à lui, grièvement blessé, est évacué. On raconte que La Châtaigneraie, qui s'attendait à remporter facilement le duel, avait déjà tout organisé pour donner un superbe festin le soir même. Humilié de sa défaite, qui plus est en présence du roi, on dit que de colère, il arracha les pansements et mourut quelques jours plus tard des suites de ses blessures. On peut imaginer que même si le roi lave l'honneur de Jarnac à l'issue du duel, il a quand même un peu la quinte, hein, comme on dit chez nous. On dit qu'il fut si touché de la mort de La Châtaigneraie qu'il décida alors de ne plus jamais accorder de duel judiciaire pendant son règne et fait donc ainsi entrer le nom de Jarnac dans l'histoire comme étant en France le dernier duel judiciaire autorisé par la magistrature royale. Le duel judiciaire, vous l'avez compris, va progressivement disparaître au profit du duel d'honneur et ce déjà à partir du règne de François Ier. Le dernier duel en France, pour l'anecdote, a eu lieu en 1967 entre deux députés dont l'un avait insulté l'autre en pleine assemblée et ce duel a même été relayé dans Paris Match. Alors, revenons à nos moutons et au coup de Jarnac. Pourquoi est-ce que l'expression est connotée négativement aujourd'hui? Jusqu'au XVIIIe siècle, le coup de Jarnac était une expression synonyme d'habileté et d'ingéniosité. À l'époque, personne n'a jamais contesté la victoire de Chabot, ni chez les chroniqueurs, ni chez les gentilshommes contemporains. Son geste a été considéré comme étant loyal et parfaitement correct. L'expression était même devenue synonyme d'habileté. Cependant, à partir du XVIIIe siècle et de la parution du dictionnaire de Trévoux rédigé sous la direction des jésuites, l'expression prendra un sens péjoratif qu'on lui trouve encore souvent aujourd'hui. À la suite de la révocation de l'édit de Nantes, les protestants diffusent leurs idées dans des gazettes imprimées hors du royaume de France. Par réaction, les jésuites impriment leurs ouvrages intitulés « Les mémoires de Trévoux » qui vont traiter de sujets variés, qui vont de la critique littéraire à la science, à l'histoire et en passant bien évidemment par les questions religieuses. L'objectif clairement affiché, c'est de contrecarrer les nombreuses publications protestantes qui sont souvent rédigées par les huguenots français qui se sont réfugiés en Europe du Nord. Ce dictionnaire est souvent évoqué comme le tournant qui a fait basculer l'expression du coup de Jarnac du côté obscur. Mais on retiendra avant tout que Jarnac était protestant et que les jésuites étaient le pilier essentiel de la contre-réforme. Donc, en fait, c'est pas très objectif tout ça. À la fin du 19e siècle, Larousse et Littré vont rectifier cette expression qui avait été dévoyée de son sens initial en écrivant « Le coup fut trouvé fort habile
et fournit une expression proverbiale qui a pris un sens odieux. Mais c'est un tort de l'usage. Le coup de Jarnac n'eut rien de déloyal. C'est un coup loyal, mais inattendu et inespéré. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir réhabilité une expression française à vos yeux et vous avoir convaincu de prévoir un petit détour par Jarnac la prochaine fois que vous passerez dans la région. Et moi, je vous dis à très bientôt.